Je suis ici pour signer un document pariant 10 000 $ que ma dernière vidéo est, en fait, correcte. Voici la vidéo en question. Certains ont peut-être manqué le détail, mais cette voiture n'a ni moteur, ni batterie, ni autre source d'énergie que le vent lui-même. Et l'affirmation contre-intuitive, c'est que cette voiture peut maintenir une vitesse supérieure à celle du vent qui la pousse. Un professeur de physique de l'UCLA m'a contacté pour dire qu'il pensait que j'avais tort, que l'explication était incorrecte. On a discuté un peu, et j'ai fini par dire « Que dirais-tu d'un pari de 10 000 $? Je peux vous le prouver, ce véhicule peut vraiment rouler plus vite que le vent. Et à ma grande surprise, il a accepté le pari. Écoute, personne n'est parfait, mais tu fais beaucoup moins d'erreurs que la plupart des gens sur YouTube, dans l'univers YouTube. Le professeur Alex Kouzanko voulait que ce pari et toute la discussion qui l'entoure soient publics. En fait, il a proposé qu'une célébrité assiste à la signature. J'ai donc demandé à Neil deGrasse Tyson, Bill Nye et Sean Carroll d'être nos témoins, et ils ont accepté avec plaisir. Et Alex, je veux juste dire que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit à propos de Veritasium. Que, en général, je peux regarder et ne pas avoir à me demander, est-ce qu'il va se tromper? Comment vais-je? Non, il est brillant. Je suis enthousiaste à propos de ce pari, car si j'ai tort, je veux le savoir. Le but de la chaîne, c'est de découvrir la vérité, et je pense que c'est pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. Je vais résumer les principaux arguments d'Alex dans cette vidéo, mais je mets sa présentation complète ici. Laissez-moi d'abord expliquer ce que je vois dans la vidéo. Dans cette vidéo, le véhicule est utilisé par temps venteux et variable. Au départ, la vitesse du vent dépasse celle de la voiture, mais ensuite, elle n'est plus constante. La vitesse du vent chute et la voiture avance par inertie, en décélérant pendant un moment. Donc en gros, Alex pense qu'une rafale pousse la voiture à une grande vitesse et quand le vent faiblit, la voiture va momentanément plus vite que le vent, mais elle ralentit. En fait, ce sera ma conclusion à la fin de cette présentation. Chaque fois que la vitesse dépasse celle du vent, je vous montrerai avec une équation que l'accélération est négative. Deuxième point, le vent dans la vidéo est mesuré à environ 1 à 1,5 mètres du sol, mais l'hélice est à environ 3 mètres de hauteur. Or, à cause des interactions avec le sol, il existe un gradient de vent. Le vent est plus lent près du sol et plus rapide en hauteur. Alex a estimé que la vitesse du vent à hauteur d'hélice pourrait être 10 à 15% plus élevée qu'au niveau du capteur. Il est donc possible que la voiture aille plus lentement que le vent à l'hélice, mais semble plus rapide que le vent mesuré au sol. Je pense que c'est un effet mineur, mais combiné à l'effet précédent, cela peut rendre ce phénomène plus fréquent. Si je me souviens bien, Derek rapporte dans la vidéo qu'ils ont atteint jusqu'à 2,8 fois la vitesse du vent, ce qui semble bien plus élevé que ce qui est possible ici, à moins que le vent ait augmenté puis chuté spontanément. Très bonne question. Si tu vises un record, tu vas probablement faire de nombreuses tentatives. Tu vas tester ce vent en rafale, encore et encore, jusqu'à ce que tu établisses le record. C'est comme ça qu'on établit un record. Et à un moment donné, tu auras une belle rafale forte, 3 fois plus rapide que la baisse qui la suit. Et c'est là que tu enregistreras le record. Et c'est là que le facteur 2,8 entre en jeu. Alors qu'en est-il des tests sur tapis roulant? Ils sont réalisés en air immobile. En faisant reculer le sol, on simule un vent arrière parfaitement constant. Et si tu maintiens la voiture immobile sur le tapis roulant, cela équivaut à une voiture avançant exactement à la vitesse du vent. Si la voiture avance sur le tapis, cela prouve qu'elle peut accélérer au-delà de la vitesse du vent. Mais Alex a donné plusieurs raisons pour lesquelles ces expériences ne prouvent pas ce qu'elles prétendent démontrer. Si vous avez une vitesse fluctuante du tapis roulant et qu'un humain la guide, cela peut introduire inconsciemment un biais vers le résultat souhaité. Donc peut-être que le gars avec la fourchette modifie le comportement du modèle en le poussant de temps à autre, et comme tu l'as souligné, il descend en pente douce parfois. Oui, je suis sûr à 100% que le gars dans la vidéo ne le fait pas exprès, ok? Oui, Cependant, vous savez, s'il s'attend à une poussée vers l'avant... oui, c'est classique. Oui, absolument, exactement. Ok, tu as compris.
En l'absence de preuves expérimentales convaincantes, Alex s'est tourné vers des analyses théoriques, comme celle du professeur d'aéronautique du MIT, Mark Drella. Mais là aussi, il a trouvé des problèmes. Sa principale préoccupation, c'est que l'équation pour la force nette contient la différence entre la vitesse de la voiture et celle du vent au dénominateur, ce qui semble impliquer qu'en roulant exactement à la vitesse du vent, on obtient une force infinie. Voici le vrai danger. Si Derek roule très proche de la vitesse du vent, cette différence de vitesse tend vers zéro. Même si elle est d'un millionième de %, c'est comme une bombe nucléaire qui explose derrière lui. Alors Derek est clairement en danger, non? Il faut qu'on trouve quelque chose pour sauver la vie de Derek ici. C'est sérieux, non? Mais divisé par 0, voyons les gars. Je n'ai jamais regardé ça. Alex a fait sa propre analyse et n'a trouvé aucun problème de division par 0. En fait, il a découvert qu'il n'y a aucun moyen pour le chariot d'accélérer à la vitesse du vent ou au-delà. L'accélération de ce véhicule est négative. Donc, il est possible de faire avancer l'engin plus vite que le vent, mais pas possible de maintenir une accélération nulle, ce qui serait nécessaire pour garder une vitesse constante. C'est à peu près là où on s'était arrêté. C'est exact. Ok, merci Neil, merci beaucoup. Merci les gars, merci Neil. C'était donc à moi de convaincre le professeur Kuzenko que Blackbird peut réellement aller plus vite que le vent. Mais sa présentation a été efficace. Quand j'en ai parlé sur Twitter, Alice Zhang, qui dirige Veritasium en chinois, a dit « Je crois que tu as perdu Derek. Je suis à 80% du côté d'Alex maintenant. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des deux n'avait vu mes tentatives de recréer les expériences sur tapis roulant pour la première vidéo. J'ai demandé à mon amie et créatrice YouTube Xila Foxline de fabriquer un modèle de char avant. Oh non! La version 1 a échoué, mais Xila n'a pas été découragée. Elle est revenue quelques jours plus tard avec une version 2. Tu sens que ça va... Contrairement à ces modèles, la plupart de ces projets fonctionnent vraiment. Elle est déterminée, donc peut-être que cela nous en dit long sur le fait qu'on peut réellement aller plus vite que le vent en allant dans sa direction. Ce qui m'est apparu clairement, c'est que je n'ai pas fait un assez bon travail dans la première vidéo pour expliquer comment fonctionne Blackbird et fournir des preuves convaincantes qu'il peut vraiment aller plus vite que le vent de manière soutenue. Pour ma défense, je pensais que le concept était déjà suffisamment établi. Dès 1969, Andrew Bauer a construit le premier chariot à voile fonctionnelle. Et il l'a fait pour régler un pari amical avec l'ingénieur en aérospatial Apollo Smith. Le pari était inspiré d'une affirmation dans le devoir d'un étudiant 20 ans plus tôt. Rick Cavallaro, le constructeur de Blackbird, ne connaissait rien de tout cela avant d'avoir construit son engin. Mais d'autres analyses ont été publiées sous des noms comme le bateau Push Me, Pull You. Donc honnêtement, je ne pensais pas que quelqu'un douterait du fonctionnement de ce véhicule, encore moins au point de me parier 10 000 $. Mais clairement, une explication plus poussée est nécessaire. Je veux donc le faire maintenant, en répondant aux points soulevés par Alex. Commençons par la question du gradient de vent. Pourquoi n'avons-nous pas mesuré la vitesse du vent plus haut? Eh bien parce que cela a déjà été fait. Ils ont monté des rubans indicateurs sur des cannes à pêche, sur les côtés de l'hélice et même au-dessus. Bien que le plus bas des rubans se retourne en premier, tous finissent par se retourner vers l'arrière, montrant que chaque partie du véhicule va plus vite que le vent. Cela pourrait-il être dû à une forte rafale de vent qui a propulsé la voiture à grande vitesse, puis qui s'est ensuite calmée? Je ne pense pas. Même si je n'avais pas de compteur de vitesse dans la voiture pendant mes essais, quelqu'un sur Twitter a remarqué qu'on pouvait utiliser la rotation de la roue arrière pour déterminer la vitesse à partir de la vidéo. Cela montre que même après que le ruban s'est retourné vers l'arrière, la voiture continue d'accélérer. Autre point, si le gradient de vent ou les rafales expliquaient que la voiture aille plus vite que le vent, alors on s'attendrait à ce que le ruban bouge ou ne pointe pas droit vers l'arrière. Mais il le fait de manière constante, pendant plus de 30 secondes, jusqu'à ce que je doive freiner pour éviter de percuter des voitures garées. Et si cela ne vous suffit pas, quand Blackbird a atteint sa vitesse record de 27,7 miles par heure, avec un vent arrière de 10 miles par heure, elle était encore en train d'accélérer. Et nous le savons car il y avait plusieurs unités GPS dans la voiture, et les vitesses du vent ont été mesurées à la hauteur de l'hélice à plusieurs endroits. La partie surlignée montre la période de 10 secondes pendant laquelle le record a été établi. En 2013 également, l'examen de demi-finale de l'Olympiade américaine de physique posait des questions sur Blackbird, comme « Peut-il aller plus vite que le vent en allant dans son sens ou à contre-vent ?» La solution dit que les deux modes sont possibles et qu'avec une perte d'énergie suffisamment faible, n'importe quelle vitesse est possible. J'admets que les preuves que j'ai montrées dans la première vidéo n'étaient pas définitives.
Des rafales de vent ou un gradient auraient pu expliquer les observations. Mais maintenant que vous avez vu ces preuves, êtes-vous convaincu que Blackbird peut aller plus vite que le vent dans le sens du vent sans ralentir? Eh bien, le professeur Kusenko n'était pas convaincu. Je veux donc expliquer comment la voiture fonctionne de manière si claire que personne, même pas le professeur, ne pourra douter de ce qui se passe. La première chose à savoir est que l'hélice ne fonctionne pas comme la plupart des gens le pensent. Ce n'est pas une éolienne. Elle ne tourne pas dans le sens du vent. Au contraire, elle tourne dans le sens inverse, comme un ventilateur qui pousse l'air vers l'arrière. Ce ventilateur est alimenté par les roues, qui sont reliées à l'hélice par une chaîne de vélo. Donc, à la vitesse du vent, la voiture peut continuer à accélérer car les roues font tourner l'hélice qui souffle de l'air vers l'arrière, générant une poussée vers l'avant. Maintenant, la grande question, pour faire tourner l'hélice, il doit y avoir une force dirigée vers l'arrière sur les roues, ce qui tend à les ralentir. Alors pourquoi cette force n'est-elle pas plus grande que la poussée de l'hélice, ce qui ferait ralentir la voiture dans l'ensemble? Eh bien, la réponse, c'est que les roues se déplacent beaucoup plus vite au sol que l'hélice ne se déplace dans l'air. Donc la force de poussée peut en réalité être plus grande. Je vais faire une analyse dans le référentiel de la voiture et l'équation importante à connaître est puissance égale force fois vitesse. Donc, au niveau des roues, la puissance est injectée dans le système par le sol qui se déplace sous la voiture. La puissance générée est la force du sol sur les roues multipliée par la vitesse de la voiture. Au niveau de l'hélice, un travail est effectué sur l'air lorsque l'hélice le pousse vers l'arrière. La puissance en sortie est égale à la force de l'hélice sur l'air multipliée par la vitesse de la voiture moins celle du vent. L'hélice avance plus lentement dans l'air à cause du vent arrière. Et si l'on suppose aucune perte, alors la puissance aux roues est égale à celle à l'hélice. Avec cette équation, on voit que la force à l'hélice sera supérieure à celle aux roues. Et puisque l'hélice pousse l'air en arrière, l'air exerce une force égale et opposée vers l'avant sur l'hélice. C'est la poussée qui sera plus grande que la force de recul sur les roues. Donc cette voiture agit comme un levier ou une poulie. Une petite force appliquée aux roues sur une plus grande distance permet à l'hélice d'appliquer une plus grande force sur une plus courte distance. C'est comme quand on fait du vélo en montée. On fait tourner les pédales vite avec peu de force pour que les roues avancent lentement mais avec une force plus grande. Mais là, on se heurte au problème de division par zéro que le professeur Kusenko avait évoqué. Quand la vitesse de la voiture est exactement celle du vent, il semble que l'hélice puisse fournir une force infinie. Ça ne peut pas être vrai, non? Notre analyse est-elle erronée? La réponse est non, pour deux raisons. D'abord, c'est exactement ce qu'on attend théoriquement avec un levier ou une poulie. Si un bras du levier fait zéro, alors on peut soulever un poids infini avec n'importe quelle force de l'autre côté. Le X, c'est que son déplacement sera nul. Deuxièmement, en pratique, il y a une notion d'efficacité de l'hélice qui n'est pas bien définie quand l'hélice ne bouge pas dans l'air. Il existe une meilleure formule pour l'efficacité de l'hélice, bien définie quand la vitesse relative de l'air est nulle. Elle donne un bazar algébrique, mais elle est parfaitement valable. Et alors, le problème de division par zéro disparaît. Mais cette équation rend le problème plus compliqué qu'il ne l'est vraiment. On n'a même pas besoin d'aérodynamique ici. J'ai une petite voiture avec une grande roue qui roule sur deux petites bobines. Et ce que je vais montrer, c'est que quand deux milieux bougent l'un par rapport à l'autre, alors si cette voiture est en contact avec les deux, elle peut en fait aller plus vite que leur vitesse relative. Quand je pousse la planche vers la droite, on voit que la voiture descend plus vite que la planche ne bouge. Si vous regardez bien, vous verrez que la grande roue ne tourne pas dans le sens poussé par la planche. Elle tourne en fait dans le sens opposé. C'est exactement comme l'hélice de Blackbird qui pousse l'air vers l'arrière, ce qui permet à la voiture d'aller plus vite que le vent dans sa direction. Vous pouvez construire vous-même l'une de ces voitures à la maison ou un modèle réduit de Blackbird. Je vous l'avais dit, Xila était déterminé. Ouais, je vais le dire à la caméra, je pense que ça va marcher cette fois. On change l'hélice. Ça doit marcher avant qu'on se fasse virer du magasin de tapis roulants. Ça marche? Ça marche totalement. Incroyable. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Sa quatrième version de la voiture fonctionne spectaculairement
et elle a été conçue pour être reproduite par n'importe qui avec une imprimante 3D et une simple liste de matériaux. Elle explique comment la construire, avec plus de détails sur le processus d'ingénierie, dans une vidéo sur sa chaîne. Allez y jeter un œil. Le professeur Kuzenko a maintenant reconnu sa défaite et il m'a transféré 10 000 $, donc je veux le remercier pour son honnêteté et pour avoir changé d'avis face aux preuves. Ce n'est vraiment pas facile à faire, surtout dans un débat public comme celui-ci. Mais je ne veux pas garder l'argent. Je veux l'investir dans la communication scientifique, donc je lance un concours de vidéos d'1 minute. Je remettrai des prix en argent aux 3 meilleures vidéos qui expliquent un concept scientifique contre-intuitif. Je mettrai les détails dans la description. Ce que j'aime dans la science, c'est que les désaccords ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités pour tout le monde d'apprendre. J'ai appris beaucoup plus sur l'aérodynamique de Blackbird et les rapports de démultiplication que je ne le savais avant. J'ai aussi appris que je devrais aller plus en profondeur dans mes vidéos. Je devrais rendre les preuves indiscutables et ajouter quelques équations à la fin pour ceux qui veulent ce niveau de détail. Je veux remercier toutes les personnes impliquées dans la réalisation de cette vidéo. Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Sean Carroll, Mark Drella, le professeur Kuzenko, Ezila Foxlin, mais surtout Rick Cavallaro, l'inventeur de Blackbird. Il a été une mine d'informations, une source constante de soutien et le chef de file pour faire comprendre cette partie de la physique ces 15 dernières années. Espérons que cette vidéo clôturera définitivement le débat.